Voilà, j'ai l'impression que tout le monde est arrivé. Parfait. Anouk, est-ce que le son est toujours bon? Oui, très bien. Parfait. Donc bonjour à tous, je suis Aurélie Guillot, je travaille à la GEDEN, donc c'est une association ISAWES qui travaille sur les questions de transition et de mobilité. Et j'ai accompagné du coup les partenaires dans le cadre de Pandora, donc les partenaires savoyards et haut-savoyards sur le suivi de leurs actions. Donc c'est moi qui vais être en charge de l'animation de cet atelier qu'on va passer ensemble cet après-midi, donc de 14h à 15h30. Et on a le support aussi de l'agence Bison, donc Anouk qui est là avec nous pour m'accompagner sur les questions techniques et gestion du coup de cette salle pour cet après-midi. Donc la thématique de cet atelier, Anouk, je crois que vous aviez une slide du coup à partager avec le support de la thématique de l'atelier. Voilà, donc l'atelier numéro 4, dans lequel vous êtes cet après-midi, s'intitule « Faire évoluer l'offre et la culture des prescripteurs pour inclure la mobilité durable dans le parcours de réinsertion ». Donc on va avoir 1h30 à peu près pour débroussailler et aborder ce sujet-là. Donc on va avoir 20 à 30 minutes de présentation pour illustrer ce thème-là, donc avec l'intervention d'un des partenaires qui était présent dans le cadre du programme Pandora qui s'est déroulé ces 2 dernières années. Et ensuite, on aura une intervention de 5 minutes avec un œil d'expert pour débroussailler un petit peu le sujet et apporter quelques éléments complémentaires. Et à la suite de ça, on aura 40 à 50 minutes d'échange avec vous pour que vous puissiez poser vos questions et puis compléter peut-être par des éléments que vous pouvez connaître, alors en les ayant pratiqués ou en les ayant observés sur vos territoires. Donc pour les interactions, sur la première partie, je vais vous demander d'interagir via le chat. Donc c'est la petite bulle que vous avez en bas qui s'appelle généralement discussion ou chat. Et puis sur la fin de la présentation, on ouvrira les micros et je vous donnerai la parole. Donc je vous demanderai à ce moment-là de lever la main pour pouvoir distribuer plus facilement la parole, comme on est quand même à la 25. Que tout le monde puisse s'exprimer. Donc la première partie, c'est Anne-Sophie Aignan qui est responsable du pôle territoire au sein de l'ALEC 07 qui interviendra pour illustrer cet atelier. Elle devait, cette partie devait se faire à 2 voix avec Laetitia Pelleret de la CAPCA, donc la communauté d'agglomération Priva, Centre-Ardèche. On a vu une vidéo ce matin de ce territoire-là qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Donc, Anne-Sophie n'aura peut-être pas toutes les réponses dans l'immédiat, mais on se chargera de vous apporter les éléments par la suite si besoin. Avant de laisser la parole à Anne-Sophie, j'ai une requête du coup à l'ensemble des participants. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour prendre le rôle de rapporteur qui consiste du coup à faire une synthèse de l'échange qu'on va avoir et à rapporter cette synthèse auprès des autres groupes, donc en 5 minutes à la fin de l'heure et demie. Donc, vous pouvez simplement lever la main ou ouvrir votre micro si vous souhaitez prendre la parole et avoir ce rôle-là. C'est généralement le petit moment de solitude où tout le monde ne se manifeste pas tout de suite. Et si personne ne se manifeste, je prendrai ce rôle de rapporteur. Je laisse quelques secondes de suspense. Bon, écoutez, très bien. Je prends le rôle de rapporteur, donc je ferai la synthèse en plénière tout à l'heure avec l'ensemble des autres ateliers. Avant de passer la parole à Anne-Sophie, on a 2 questions de sondage sur le même principe que ce matin, si vous avez participé à la réunion ce matin avec nous. Donc la première question qui est: qu'entend-on par mobilité solidaire ou inclusive? Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre. Le compteur monte. Il faut répondre où? Alors, normalement, la question doit s'afficher sur votre écran directement. Vous n'avez pas de manipulation à faire. Il n'y a rien qui s'affiche. Alors, c'est peut-être que
On a eu cette question aussi ce matin. Ça vient peut-être de la version de Zoom que vous avez. Ah. Eh ben, vous pouvez nous la dire à l'oral, hein. Ou dans le chat si Dans vous le chat, souhaitez, sinon. si c'est la 1, 2 ou 3 sur laquelle vous auriez cliqué. Ah, et du coup, c'est quoi les 1, 2, 3? Pardon, effectivement. Donc la question, c'est qu'entend-on par mobilité solidaire ou inclusive? Et la réponse 1, c'est permettre à tous de se déplacer. Alors, je ne sais pas toute la question qui s'affiche, pardon, je l'ouvre à côté. Hop. Permettre à tous de se déplacer, en particulier les personnes ne disposant d'aucune solution de mobilité. La 2, c'est donner de l'argent aux plus pauvres. Et la 3, c'est se soutenir entre amis. La 1 dans le chat. Ok, la 1. Eh bien, écoutez, 100% des personnes ont répondu à la 1. Donc, effectivement, vous êtes plutôt bien informés sur cette question-là. C'était pour introduire le sujet. Je vous ai partagé le résultat. Je ne sais pas si ça s'est affiché pour tout le monde. On va avoir une seconde question qui va s'afficher. Voilà. Alors, je lis la question 2. Du coup, en France, combien de personnes renoncent au moins à une activité, santé, loisirs, commerce, sortie, etc., en raison de difficultés liées au transport? Donc, la première réponse, c'est 10%, la deuxième, c'est 30%, et la troisième, c'est 66%. Donc, les réponses arrivent. 10%, 30%, 66%. Eh bien, écoutez, vous avez tous répondu. Donc, vous êtes majoritairement sur la proposition 2, qui est de 30%. Donc, vous avez répondu à 78% sur cette question-là. Et puis, 17% sur 66%. C'est effectivement la dernière proposition qui est la réponse juste, voilà, la réponse correcte. Donc effectivement, il y a énormément de personnes en France qui renoncent donc, à des activités, loisirs, santé ou commerce, pour des raisons de difficultés liées au transport. Donc on va avoir un petit décryptage et quelques explications sur cette question-là dans la présentation qui va suivre juste après. Eh bien, écoutez, je passe la parole à Anne-Sophie Aignon, qui est responsable du pôle territoire au sein de la LEC 07. Anne-Sophie, je vous laisse partager votre présentation et allumer votre caméra. Et je vous invite, donc les participants, à réagir dans le chat en posant vos questions au fil de la présentation. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que vous parvenez à la partager? Justement, je suis en train, mais vu que j'ai pas la... Est-ce que c'est ma version qui fait que ça n'apparaît pas correctement dans les différentes fenêtres? C'est quoi qui apparaît là? C'est bon. Faire évoluer l'offre et la culture des prescripteurs pour inclure la mobilité. Du coup, c'est bon. Donc, c'est bon. Vous pouvez allumer votre caméra si vous le souhaitez. Ouais. Sauf que je ne la vois plus. Alors, peut-être que je peux prendre la main pour l'activer. Start my vidéo, ouais. C'est bon. Voilà, parfait. On vous voit. Du coup, bonjour à tous. Donc Anne-Sophie Aignon de la LEC 07, donc Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche. J'ai donc participé aux côtés de Laetitia Pelleret, de Stéphanie Millet, entre autres, au programme Pandora sur le territoire de l'agglomération de Privas-Centre-Ardèche. Voilà, là, je remplace effectivement sur la première partie de la présentation Laetitia sur le volet un peu politique, mobilité du territoire. Donc, je ne maîtrise pas tout. Donc, voilà, veuillez m'excuser par avance si je ne suis pas très précise dans ce que je vais raconter. Donc, déjà, pour commencer, l'agglomération de Privas, c'est 42 communes.
dont 5 communes de plus de 2000 habitants. Il faut savoir que les autres communes il y a 27 communes qui sont de moins de 1000 habitants. Donc, on est sur un territoire voilà, avec des petites communes, une densité de population assez faible. Voilà, ce qui signifie aussi derrière des complexités à mettre en place, parfois des transports, style transport en commun, etc. Juste pour info, Anne-Sophie, on a vu ce matin la vidéo, donc pour ceux qui étaient présents ce matin, de la CAPCAM. Ok, du coup, je ne la passerai pas tout à l'heure. J'avais prévu de la passer, mais je ne la passerai pas. À moins que tout le monde l'ait vue ou pas, je ne sais pas. Je vous laisse réagir dans le chat s'il y a des personnes qui ne l'ont pas vue. Elle est assez courte. C'est une vidéo un peu décalée, rigolote, sur les différents moyens de transport du territoire. Et qui montre effectivement le type de territoire dans lequel vous êtes. Ouais. Vous me direz, du coup, en fonction du chat, si je la passe ou pas. Du coup, avant de dérouler avant d'être dans le vif du sujet, il nous semblait intéressant de recontextualiser en termes de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre les transports. Donc, on voit que sur ce territoire qui est un territoire plan climat, que le secteur des transports représente le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie. Et que par là même, du coup, c'est aussi les produits pétroliers qui sont le plus consommés sur le territoire. Et la même chose sur les usages, les transports font partie, sont le deuxième secteur le plus consommateur. Voilà, sans rentrer vraiment dans les chiffres, mais en gros, il y a un gros enjeu à réduire les transports, à travailler sur la démobilité et la décarbonation des transports, mais également sur la rénovation énergétique. Mais voilà. Et c'est pour ça que la CAPCA a œuvré dans ce sens en mettant en place un plan de mobilité. On le voit également sur l'exposition aux particules fines. Là, c'est 2 années extrêmes. Mais même si c'est un territoire rural, c'est quand même un territoire. Donc, on peut voir que les particules fines s'immiscent dans les vallées qui sont voilà, parcourues par les transports, que ce soit du transport quotidien ou du transport routier camion, quoi. Mais du coup, il y a quand même en 2013, on voit c'est une année où, voilà, avec un pic de particules fines plus élevé. Et on voit bien les 3 vallées là, qui sont impactées en termes de particules fines. La même chose sur l'exposition à l'ozone. En fait, là, c'est des nombres de jours de dépassement. On a aussi 2 années extrêmes, mais ça reste un territoire qui, parfois, se trouve dans des pics d'ozone qui sont importants, et pics d'ozone déjà, dont les transports participent à ces pics d'ozone. Du coup, c'est pour ça que l'Aglo a mis en place une politique mobilité en disant qu'il fallait agir sur les transports et l'offre de mobilité de manière plus globale. Donc, ils ont mis en place un réseau de transport en commun, le réseau TCAP, sur l'ensemble des communes. Donc, c'est un réseau urbain qui dessert plutôt le réseau privadois avec 7 lignes de transport. Il y a 3 lignes régulières qui relient les principaux pôles du territoire. Après, il y a les transports scolaires qui couvrent l'ensemble du territoire, des transports scolaires qui sont ouverts à tous. Et il y a également des lignes de transport à la demande sur l'ensemble des communes de l'agglomération qui sont, sur les communes qui ne sont pas desservies par le réseau urbain ou par des lignes régulières. Voilà sur le réseau. Ensuite, en termes de plan de mobilité, donc il y a 12 actions qui ont été travaillées. Alors certaines, notamment la 4 et 5, qui sont relatives à la marche, n'ont pas encore été amorcées, mais par contre, toutes les autres sont en cours de mise en œuvre, quoi. Donc, il y a tout un travail sur le maillage cyclable parce qu'il y a des voies vertes, mais du coup, l'idée, c'est aussi de relier ces voies vertes au centre-bourg. Il y a un travail il y a un service de location de vélos longue durée dans les différents pôles de territoire qui a été travaillé. Les stationnements en vélo aussi, qui ne correspondaient pas forcément au départ aux besoins, ont été... il y en a qui ont été installés et d'autres adaptés aussi aux usages dans les principaux pôles. Donc la marche, c'est ce que je vous ai dit là, qui n'est pas encore amorcé sur l'Aglo. Ensuite, il y a eu un travail sur les aires de covoiturage
Et l'idée, c'était de les mettre sur des endroits où il y avait de l'intermodalité possible. Et ensuite, on passe à des actions où on a expérimenté l'autostop organisé. Donc ça, typiquement, ça faisait partie des actions qui étaient dans le cadre du programme Pandora. L'A8 également, où là, on est dans le sujet d'aujourd'hui qui concerne la mobilité solidaire. Donc là, c'était de répondre aux besoins des publics les plus fragiles. Ensuite, une action sur l'autopartage entre particuliers et aussi avec des véhicules qui étaient présents sur l'espace public. Donc, il y a eu 2 actions différentes sur l'autopartage qui ont été mises en place. L'électromobilité avec des bornes de recharge électrique, un plan de déplacement scolaire qui est en cours de réalisation et également l'idée de la communication, de faire connaître l'offre de mobilité. Et donc ça faisait partie aussi du programme Pandora. Donc les actions 7, 8 et 12 étaient inscrites dans le programme Pandora. Et du coup, ce programme Pandora, pour la CAPCA, c'était vraiment une opportunité parce qu'à la fois, comme vous venez de le voir, il y avait une politique de mobilité qui était déjà bien engagée et qui demandait à être déployée. Il y avait un territoire qui était concerné par ces enjeux de problèmes de mobilité, notamment mobilité inclusive, avec une géographie spatiale avec des vallées, des territoires peu desservis ou en tout cas complexes, dans lesquels il est complexe de se déplacer. Et également, du coup, une forte demande de la part des acteurs sociaux, des prescripteurs, donc, en termes à la fois d'information, d'accompagnement. Il y avait une réelle demande. Du coup, Pandora répondait à cette demande. Et il y avait déjà un groupe de travail qui était assez complémentaire, qui préexistait, à savoir la CAPCA, donc le territoire en lui-même, mais aussi, du coup, l'ALEC 07, donc nous, on avait déjà une assez bonne expérience sur tout ce qui était action de sensibilisation au travers de la mobilité et l'association Mobilité 0726, qui, elle, est une association qui œuvre pour le déplacement du public fragile. Pour le coup, je vous expliquerai un peu plus après ce que chacun faisait dans le cadre de Pandora. Justement, donc la communauté d'agglo, elle travaillait, avait un rôle de coordination du projet et a travaillé principalement sur l'autostop et la conception d'outils de communication et de sensibilisation. Mobilité 0726, elle était plutôt sur l'animation d'ateliers info à destination des usagers des prescripteurs et a également mis en place un bon nombre d'ateliers de transport et remise en selle. Et nous, de notre côté, en fait, on a travaillé à accompagner les acteurs sociaux et on a fait de la sensibilisation dans le public. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt voir comment, c'est pour ça que j'interviens, comment on a travaillé l'accompagnement des acteurs sociaux. Voilà, c'était un petit bilan synthétique pour dire que dans le cadre de Pandora, l'objectif, on devait au départ sensibiliser environ 300 personnes sur l'ensemble du projet, donc sur les 3 ans. Il y a eu plus de 550 personnes sensibilisées. Les principales actions qui ont vraiment fonctionné, c'est les ateliers de remise en selle, qui ont été vraiment un chouette succès parce qu'elles étaient à la fois co-construites avec les prescripteurs à destination des usagers, mais il y a eu aussi toute la découverte des outils pédagogiques qu'on a pu faire pour les travailleurs sociaux, qui a été particulièrement appréciée. Les difficultés rencontrées, évidemment, comme tout le monde, hormis la crise, la crise a fait qu'on a eu ça a été complexe de programmer les ateliers, de les reprogrammer, de les annuler, etc. De mobiliser les jeunes, de mobiliser parfois les travailleurs sociaux qui, dans ce contexte-là, ne faisaient pas forcément de la mobilité une priorité. Donc, ce n'était pas évident à ce niveau-là. Sur l'autostop, c'était plus le volet un peu responsabilité des communes qui a été complexe sur lequel il y a eu des débats. La logistique des ateliers vélo, les changements d'interlocuteurs réguliers, etc. Mais on a quand même, on s'est adapté. Le fait d'être à 3, ça a permis de redistribuer, à chaque fois de retravailler en co-animation, d'avoir des outils de suivi partagés, etc. Ça, c'était vraiment des plus. Et puis, on a pu innover un peu sur des outils qu'on a créés, un escape game mobilité, un kit autostop, une vidéo que vous avez pu voir ce matin,
et un guide des mobilités du territoire. On va rentrer dans le vif du sujet après cette grosse intro. Mais ça permettait de mettre le contexte et je pense que c'était important pour comprendre voilà, ce sur quoi on est allé ensuite. Concernant la montée en compétences d'acteurs sociaux sur la mobilité alternative, alors tous n'étaient pas au même niveau de compétences ou de besoins. Certains faisaient déjà de la recommandation du conseil et d'autres savaient qu'il y avait un problème mais ne savaient pas comment s'y prendre. Mais avant tout, je pense que ce qui a permis, c'était de bien fonctionner, c'était de mettre un cadre de travail multipartenarial. Donc, on a bien défini les rôles de chacun. On a pu mettre à disposition des outils et un espace numérique de travail pour faciliter les échanges entre les partenaires, les porteurs de projets, donc voilà, avec des espaces ouverts auxquels les partenaires pouvaient avoir accès. Et le fait aussi de mettre en commun tous les partenaires qu'on connaissait chacun a grandement facilité la mise en œuvre du projet derrière. Donc, on a commencé avec les acteurs sociaux par un premier temps, évidemment, de partage de diagnostics et du recensement des besoins de ces différents prescripteurs. Donc, c'était un temps collectif. On a eu la chance de pouvoir le faire. C'était en novembre, avant le Covid. Du coup, il y a eu un premier temps, un peu d'interconnaissance où on a évoqué les différents modes de transport déjà présents sur la CAPCA. Mais après, on a fait travailler, alors via différents outils, hein, que ce soit... à chaque fois, on a essayé d'éviter le descendant un maximum et de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. Donc voilà, on a utilisé des interviews croisées pour travailler à la fois sur les compétences de chacun, les besoins, la motivation, l'implication que chacun souhaitait mettre dans le projet, qui était ce projet qui allait durer 3 ans. Donc, on a travaillé tout ça. Et en même temps, on a... Anne-Sophie ? Oui. Du coup, je réagis en même temps, parce qu'on a quelques questions dans le chat, ça permet que Bien sûr. vous puissiez alimenter en direct. Donc, il y a une question qui est quel type de structure était présente ? Alors là, il y avait... C'est peut-être effectivement un préalable qu'on n'a pas défini, ouais, mais dans prescripteur, qu'est-ce qu'on entend Alors là, c'est vrai que le terme prescripteur, il est large. Du coup, il y avait à la fois des gens, il y avait les missions locales, il y avait Pôle emploi, il y avait les centres sociaux, il y avait des structures d'insertion, des structures de formation professionnelle. Il y avait des structures qui travaillent sur l'insertion des jeunes, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, de personnes immigrées issues de l'immigration. Il y avait, alors centres sociaux, il y en avait quelques-uns, y compris pas que jeunesse. Il y avait aussi le centre intercommunal d'action sociale par lui-même, du coup de la CAPCA, mais qui porte le point information jeunesse aussi, qui travaille auprès des jeunes sur leur insertion professionnelle, entre autres. Voilà, c'était assez divers quand même. Pôle emploi, je l'ai dit. Oui. Voilà, Sephora, l'IPRES, c'est tous des gens qui travaillaient. Mobilité 0726, alors elle y était en tant que partenaire, mais elle-même, de par son activité, travaille aussi à l'insertion professionnelle. Travaille sur la mobilité pour le quotidien des gens en situation de précarité, quoi. En situation fragile, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la demande. Si, je pense que ça répond tout à fait à la question. Merci, je vous laisse poursuivre. Ouais. Donc ensuite, après avoir fait ce premier temps-là, après ou en parallèle, en fait, on s'est dit qu'on allait travailler sur la base, je ne sais pas si vous connaissez, du changement des modes de vie. En fait, ces modes de vie, on se dit qu'un projet, il peut fonctionner que si on agit sur différents leviers. Si on travaille, par exemple, uniquement sur des infrastructures, mais qu'on ne travaille pas sur le changement de comportement, ça ne va pas fonctionner. S'il y a une volonté politique forte, mais que derrière, on ne met rien en place, pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, on a travaillé à la fois sur les valeurs et représentations. Donc là, c'était mieux comprendre justement les représentations des acteurs de la mobilité alternative à la voiture individuelle. Voilà. Ensuite, sur les institutions, donc là, c'était plutôt de faire connaître la politique mobilité du territoire.
auprès de ces acteurs. Sur les objets et systèmes, là, on est vraiment sur les outils qui existent. Donc, c'était faire connaître ces outils, que ce soit les vélos électriques, les voitures partagées, les outils numériques qui existent pour programmer des déplacements, etc. Sur habitudes et vie quotidienne, là, on est vraiment sur le changement de comportement. Donc là, c'est donner les éléments aux acteurs, aux prescripteurs, pour qu'ils puissent avoir, même si c'est toucher du doigt ce que c'est que le changement de comportement et comment ça fonctionne, ben, du coup, le fait de le comprendre, ça permet de mieux accompagner derrière les usagers. Sur l'organisation de la vie sociale, c'est pareil, c'était faire connaître aussi l'existant en termes d'acteurs à mobiliser. Sur le territoire, il y a des ateliers hyper-vélo, etc. Donc, tout ça, c'est de faire connaître ce qui existe. Et enfin, territoire et infrastructure, c'était aussi de faire connaître l'ensemble de ces infrastructures. Mais du coup, c'était intéressant d'essayer de regarder à travers ces différents leviers ce qui existait et comment on pouvait le partager derrière aux acteurs de l'action sociale. Du coup, sur le côté informé, là, on a... Donc, il y avait des temps d'information, que ce soit en présentiel ou en visio, sur l'offre de mobilité du territoire. Donc, ça a été... il y a eu deux temps là-dessus, mais si c'était à refaire, il aurait fallu en faire presque régulièrement. Alors, à chaque fois, c'était souvent... Il y avait un petit noyau de structures, on va dire, qui étaient plus impliqués que d'autres. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de redondance non plus. Donc, ça, parfois, c'était un peu compliqué parce que parfois, il y avait aussi des nouveaux acteurs et qu'il fallait remobiliser ou réinformer sur certaines choses qui existaient sur le territoire. Donc, il y a à la fois l'offre de mobilité sur le territoire. Il y a eu aussi on a fait un partage, un échange sur tout ce qui était outils numériques d'information, de programmation de déplacement, comme GeoVélo, la plateforme Mobilité 0726, ou RAM, OVC, etc. Donc, ça, c'était un peu, pour certains, une découverte. Qui ne connaissaient pas forcément tous ces outils numériques. Évidemment aussi, on a fait des points sur les aides financières mobilisables, en fonction de ce qui existait au moment où on faisait soit la visio ou le temps en présentiel. Comme les coups de pouce vélo, il y a le département aussi qui offrait des aides, il y a le bonus VAE, l'offre de TER, etc. Et donc, sur le volet informé, on a travaillé aussi sur des outils de communication. Donc, il y a une première, une grosse plaquette. Donc ça, c'est vraiment ressorti de la première réunion. C'est la première chose qui est ressortie de la part de tous les prescripteurs. C'était, on n'y comprend rien, il y a trop de choses, on n'est pas au courant de tout et on a besoin que tout soit réuni sur un même support. Donc ça, c'est un travail de la CAPCA qui a été réalisé par la CAPCA, qui regroupe à la fois sur un recto ou un verso, n'importe, toutes les offres possibles, avec derrière une carto qui, alors là, on ne voit pas forcément très bien, mais l'idée, c'est de recenser à la fois les lignes de transport, les points autostop, les aires de covoiturage, les endroits où il y a des vélos à louer, etc., etc. Il est disponible en ligne, ce support? Je pense que oui. Il semble. Ouais. Je dirais que oui, mais je ne suis pas sûre à 100%. La vidéo que vous avez vue ce matin, alors je ne sais pas si... Est-ce que des gens ne l'ont pas vue et souhaitent la voir? Ou dans ce cas-là, sinon, on pourra la faire passer de toute façon. S'il n'y a qu'une ou deux personnes, peut-être... On ne vous entend pas? Je mets le lien dans le chat de la vidéo. Ok, du coup, je la laisse comme ça. Je ne la passe pas, du coup. Donc là, voilà une vidéo un peu décalée. L'idée, c'était de... Et d'ailleurs, cette vidéo, pour information, va être découpée parce qu'elle parle des différentes offres de transport du territoire et elle va être découpée en mini-séquences pour pouvoir être utilisée potentiellement de manière séparée quand on parle que de l'autopartage ou que du vélo assistance électrique, etc. Une plaquette aussi sur le transport à la demande. En fait, le transport à la demande, c'était une offre de transport qui était très, très peu connue pour avoir appelé les différentes structures du territoire qui potentiellement pouvaient faire appel pouvaient communiquer sur ce dispositif. En fait,
voilà, les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait, ne connaissaient pas cette offre-là. Donc, on a fait une plaquette pour pouvoir mieux en parler et que derrière, voilà, le territoire puisse aller voir, que ce soit les CCAS, que ce soit... alors, les maisons de retraite, en fait, ils nous ont dit non, clairement. Enfin, en tout cas, c'était des gens qui ne se déplaçaient pas seuls, qui n'étaient pas autonomes. Donc, c'était compliqué. Mais voilà, c'est en tout cas à faire connaître et la plaquette va servir à ça. Donc voilà sur le volet informé et ensuite, pardon, sur le volet sensibilisé. Donc là, on a vu tout à l'heure que le fait d'interroger les représentations était importante. Et effectivement, notamment par exemple sur l'autostop, le fait d'avoir des animations ou des temps en visio qui permettaient de dire, ben, vous, comment vous percevez l'autostop et de faire émerger des peurs, les craintes, ou au contraire, c'est l'occasion de faire du lien, etc., etc. C'était vraiment important pour qu'il y ait ces temps-là et pour pouvoir après derrière faire construire quelque chose. Pareil, je parle de l'autostop, mais ce n'était pas que l'autostop, hein, c'est aussi le vélo, c'est aussi voilà, les différents modes de transport, de savoir déjà à titre perso comment chacun le perçoit à titre personnel, mais aussi dans le cadre de son travail. Les deux choses étaient interrogées d'ailleurs. C'était quelque chose d'important. Oui, et du coup, on a fait aussi sur sensibiliser, donc, comme je disais tout à l'heure, une visio qui apportait des notions sur les étapes du changement de comportement. Et là, du coup, c'était assez intéressant. On a pris pour exemple le covoiturage et le vélo pour voir comment chacun, au sein de sa structure, où est-ce qu'il se trouvait dans le fait de pouvoir prescrire, entre guillemets, ou accompagner ses usagers dans le covoiturage ou dans le vélo, etc. Donc voilà, on a allié à la fois de la théorie et de l'échange sur ces thématiques-là. Une chose importante aussi, ça a été quand on a construit des outils d'animation qu'on a utilisés ensuite pour les usagers, mais aussi pour le grand public, on les a co-construits, enfin, on en a co-construit certains avec les prescripteurs, notamment l'escape game mobilité. Donc, cela, il a vraiment été co-construit avec les centres sociaux qui avaient l'habitude d'animer des outils d'animation. Sans eux, l'outil n'aurait pas eu le succès qu'il a eu après, enfin qu'il a eu par ailleurs, quoi. Pareil sur l'autostop, c'est vraiment un sujet, vu que c'est principalement, on va dire, les moins de 30 ans qui pratiquent l'autostop, il était important pour nous de pouvoir co-construire les actions de concertation de ce public-là avec les acteurs sociaux. Et du coup, voilà, on a co-construit les différentes animations publiques jeunes, on va dire, avec les travailleurs sociaux. Je sais pas, il y a des questions sur ces diapos? Ensuite, sur le volet accompagnement, là, ça a été, je crois que c'est la séquence qui a été la plus appréciée des travailleurs sociaux, c'est qu'on a présenté les différents outils qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser dans le cadre d'animation, soit grand public ou professionnel, peu importe, sur la thématique de la mobilité. Donc, à la fois, voilà, qu'est-ce qu'un débat mouvant, comment ça s'anime, le bingo des mobilités, la toile de la mobilité. Alors, c'est tous des outils voilà, l'escape game également. Donc là, ils ont pu mettre en pratique. Et l'idée, c'était qu'ils puissent s'approprier les outils pour que derrière, ils puissent les réutiliser. Ça a été surtout l'escape game. Il y a notamment 2 structures. Donc, il y avait une recyclerie aussi qui était présente et une mission locale là, qui ont vraiment repris l'outil et qui, du coup, la refont tout seul de leur côté. C'était vraiment un des objectifs, c'était celui-là. Donc ça, c'est chouette. Et pareil sur les débats mouvants, sur différents sujets, ça a été quelque chose de bien. Et du coup, il y a eu à la fois ce temps collectif, mais derrière, il y a eu aussi des temps individuels pour approfondir et répondre aux questions quand il a fallu passer à l'action. Du coup, des fois, on croit comprendre en collectif, puis des fois, on se dit, ah, comment on fait ça déjà, ou ça, etc. Donc voilà, c'est ma collègue qui s'en était chargée, et du coup, ça a été intéressant. En tout cas, les retours ont été bienvenus.
Il y a eu 2 questions dans le chat. Ouais. Bonjour, est-ce que vous avez des retours sur le nombre de vues de la vidéo et quels ont été les canaux de diffusion pour la vidéo? Alors Donc, là, sur YouTube, il y a le nombre de vues, donc c'est 412, mais après, vous l'avez fait circuler certainement ailleurs, comme peut-être aujourd'hui sur des présentations où le comptage on compte différemment. ouais. Alors là, j'ai aucune idée parce que c'est vraiment le territoire qui a la main sur cette vidéo et j'en sais absolument rien. Et est-ce que vous avez eu, vous, des retours sur la manière dont le message a été accueilli par rapport à cette vidéo quelle a été, Alors non, moi le peu de retours, c'est les retours que nous, on a, quand on a montré la vidéo à d'autres gens. Alors après, c'était un public averti, public sphère professionnelle, on va dire, Oui, plutôt bienvenu. Après, des usagers ou du grand public, je ne sais pas. d'accord. Et une deuxième question, avez-vous été accompagné par des professionnels et des experts extérieurs dans cette démarche? Là-dessus, non. C'est vous qui avez construit, Ouais. imagine, les outils en même Alors temps que vous après, avanciez sur tous l'information. les outils pour au niveau de la LEC, en tout cas, on est tous, enfin pas tous, mais presque tous formés déjà à tout ce qui est changement de comportement, à tout ce qui est outils d'animation, à tout ce qui est éducation populaire en fait. Les outils de l'éducation populaire voilà, pour animer autrement qu'en faisant du descendant et pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation des enjeux et voilà. Donc, du coup, non, on ne s'est pas fait accompagner pour mettre en place ces différents Et plans, ça, quoi. c'est des outils qui étaient utilisés avec les prescripteurs. Ce n'est pas des outils que les prescripteurs utilisaient, eux, avec leur public. Non, nous, c'est des outils que nous, on utilise, qu'on a présentés aux prescripteurs pour que eux derrière, puissent les utiliser s'ils le souhaitent. La plupart des outils sont des outils qu'on utilise nous par ailleurs, hormis l'escape game de mobilité qui a été créé spécifiquement dans le cadre du programme Pandora. D'autres questions? C'est bon, merci. Voilà. Alors, oui, alors là, c'était plus pour voir ce qu'il faut retenir entre ce qui fonctionne et les pistes d'amélioration. En gros, sur la mobilisation des partenaires, clairement, c'est le coup de fil, c'est l'humain qui compte. Enfin, c'est vraiment le mail d'invitation, c'est pas ça qui va faire venir les gens. C'est vraiment d'aller. On a passé tout un premier temps d'aller à la rencontre des différentes structures une par une pour, en dehors je vous ai dit qu'il y avait un premier bilan collectif qui avait été fait, mais après ça, on est allé les voir un par un pour aller creuser un peu plus les besoins pour faire notre feuille de route, en fait. Et du coup, ça a été un lien important et je pense que c'est ça qui a permis aussi derrière voilà, de créer une petite communauté, on va dire, de gens motivés et impliqués sur le sujet. Donc, il y a eu un réel intérêt pour les contenus. Surtout, alors l'infotransport, du coup, ça c'était Mobilité 0726 qui faisait des ateliers infotransport, mais qu'il faudrait renouveler très régulièrement. Et donc, les outils de sensibilisation, ça, je vous en ai parlé. Et le fait de ce qui a fonctionné aussi, c'est clairement le fait de co-construire certains outils a été un plus, enfin, des outils ou des méthodes d'animation. Je pense à l'autostop, par exemple, pour les jeunes. Voilà, sinon, on passe à côté, on est en dehors de la réalité. Voilà. Donc, ça, c'était bien. Dans l'idéal, en termes de pistes d'amélioration, c'est ce qui était prévu à la base, mais avec le Covid, ça a été un peu beaucoup bousculé. On avait prévu de faire une sorte de cycle avec des dates déjà calées, avec une évolution, et clairement, ça aurait été plus facile pour tout le monde parce que, évidemment, trouver de la place dans un agenda qui est bien chargé, avec des priorités qui changent parce que crise, c'est pas évident. Alors, c'est une piste d'amélioration, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi dû au contexte. Comme je disais, répéter l'infotransport sur plusieurs rencontres, je pense que c'est important parce que c'est tellement complexe que du coup, les gens s'y perdent, même si on dit une fois, ça ne suffit pas forcément à tout comprendre. Et effectivement, favoriser le présentiel, le contact direct, le lien dans le temps, l'interindividuel,
voilà, ça c'est vraiment remettre de l'humain au cœur aussi du programme. Enfin, voilà, c'est ce qui a le plus marché, quoi, en tout cas, et c'est ce qu'il faut favoriser, en tout cas. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je crois qu'il y a alors je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou si on passe au temps. Eh ben, on va faire une petite transition avec Aurélien Bigot qui est voilà, parmi les participants pour apporter un petit éclairage avec son œil d'expert et ça nous permettra de faire la transition avec les participants. On du coup laissera la parole assez libre. Alors j'ai un écho. Peut-être qu'il faut éteindre mon micro, peut-être. Il y a un micro qui a peut-être été déverrouillé. Moi, j'ai une question. Oui. Juste, vous parlez d'organiser des temps d'échange en cycle. Vous avez des idées de cycle, par exemple? Au départ, on voulait effectivement partir de l'information et ensuite d'avoir un programme. Quand je dis cycle, c'est un programme calé sur les 2-3 ans. Ouais. Et alors je dis, effectivement, c'est peut-être pas le mot cycle qu'il faut employer, mais au départ, on s'était dit, on fait d'abord le temps d'information, ensuite de sensibilisation, où on construit les outils, etc. Et ensuite, c'est les prescripteurs qui vont aller animer leurs outils. Ensuite, on les accompagne dans la mise en œuvre. Et donc, on avait construit un peu un cycle et un programme. Mais là, du coup, ça a été vraiment chamboulé. On s'est adapté en fonction, quoi. Parfois, on a fait l'accompagnement au changement de comportement au moment de l'information. Enfin, voilà, on a dû forcément s'adapter au contexte, quoi. Et du coup, c'était pas forcément progressif, quoi. Ça manquait un peu de fluidité entre les séances. Ok, merci. Voilà. Merci. Je passe la parole à Aurélien Bigot et ensuite je laisserai la parole donc, aux autres présents dans la salle. Je vous demanderai simplement de lever la main et de vous présenter au moment où je vous donnerai la parole pour que tout le monde puisse vous identifier. Je vous laisse la parole, Aurélien. Bonjour, bien merci pour l'invitation. Moi, je vais essayer de réagir ou plutôt apporter un éclairage un peu plus global, disons, surtout sur les enjeux de mobilité durable par rapport à la thématique de la session. Je n'ai pas forcément de compétences sur les autres sujets qui ont été évoqués. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation et la possibilité de voir toutes les actions qui sont mises en œuvre. Sur les aspects de mobilité durable, alors il y a de nombreux impacts de nos mobilités, de nos transports actuellement sur tout un tas d'externalités, comme on peut les appeler. Donc il y a le sujet du changement climatique, des consommations de ressources énergétiques et minérales, et du coup de la dépendance qu'il peut y avoir à certaines de ces énergies, à certaines de ces ressources. Il y a des questions de pollution de l'air, des questions de congestion, des questions de consommation d'espace, de pollution sonore, d'inégalité dans l'accès à la mobilité, comme on en a beaucoup parlé aujourd'hui, d'accidentologie. Donc il y a tout un tas d'enjeux très structurants sur la mobilité durable dans son ensemble. Moi, ici, j'ai illustré en tout cas un peu plus avec un enjeu qui est assez structurant de notre moment, qui est aussi sur le sujet du changement climatique, de réussir à réduire nos émissions de CO2. On a en tout cas dans la stratégie nationale bas carbone un enjeu de réduire extrêmement fortement dans les à peine 3 décennies qui nous restent d'ici 2050, d'atteindre quasiment zéro émission directe pour le secteur des transports. Donc ça veut dire en gros qu'on sorte complètement du pétrole à l'horizon de 2050. Et donc ça demande une action extrêmement forte et une rupture vraiment par rapport aux tendances d'évolution des émissions de CO2 qu'on a eues ces dernières années. Et pour cela, en termes d'illustration sur ce qu'on peut faire, et ce qui a été déjà illustré assez largement dans la présentation précédente, il y a 5 leviers qui sont cités notamment dans la stratégie nationale bas carbone, donc qui est le document de référence en France sur la stratégie climat. Alors je suis désolé, par rapport au slide, il y a quelques décalages dans les termes sur la diapositive, mais je vais les reciter à l'oral. En gros, le premier des 5 leviers, ça va être de modérer la demande de transport. Donc on entend souvent comme les kilomètres qui vont être parcourus par les usagers, donc essayer de retrouver davantage de proximité, par exemple dans les déplacements du quotidien, de réussir à avoir des services qui sont un peu plus proches, d'avoir en termes de localisation des logements, des activités, des emplois, etc., de réussir à diminuer un peu les distances parcourues.
Ensuite, on a un second levier qui est celui du report modal, donc c'est de faire en sorte d'utiliser pour les déplacements du quotidien, notamment de moins utiliser la voiture, davantage se reporter vers les transports en commun, ferroviaires, routiers, vers les modes actifs tels que la marche et le vélo. Le troisième levier qu'on peut y voir, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc, ça peut être valable un peu pour tout un tas de véhicules. Ça peut être le cas pour les transports en commun. Là où on a un gros levier des marges de progression très importantes, c'est notamment sur le remplissage de la voiture qui, en moyenne, est assez faible. Donc, c'est là qu'on peut retrouver notamment toutes les actions qui portent sur le covoiturage, sur l'autostop ou sur plus largement aussi le partage des véhicules aussi en termes de possession des véhicules via l'autopartage. Ensuite, on a un quatrième levier qui est celui d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, donc moins consommer d'énergie par kilomètre parcouru. Donc, c'est à la fois des leviers qui peuvent être assez disons, technologiques, par exemple, améliorer le rendement sur les moteurs, passer à l'électrification, l'hybridation, l'électrification des véhicules qui permettent aussi de moins consommer d'énergie par kilomètre parcouru. Il y a aussi, sur cette efficacité, on pourrait dire des leviers qui sont davantage de l'ordre de la sobriété dans les comportements ou dans l'usage qu'on fait des transports, par exemple d'avoir des véhicules qui sont plus légers ou réduire la vitesse sur les routes, ça peut permettre aussi de réduire ses consommations d'énergie. Et enfin, le dernier levier, et cinquième levier, c'est de réduire l'intensité carbone de l'énergie ou de décarboner l'énergie. C'est de faire en sorte donc, de passer du pétrole qui représente plus de 90% de nos consommations d'énergie des transports aujourd'hui à d'autres énergies qui sont moins carbonées. Alors, ça peut être l'électrique, l'hydrogène, le biogaz ou les biocarburants, à condition, bien sûr, que ces énergies-là soient produites de manière durable. Et puis, je voulais illustrer un petit peu le fait que donc, sur ces 5 leviers, il y en a qui sollicitent davantage des leviers, disons, de sobriété, d'évolution des comportements, de l'organisation des transports, d'aménagement du territoire, notamment quand on se tourne vers les tout premiers leviers de demande de transport. Mais selon qu'on est dans des territoires peu denses ou en centre-ville, on n'a pas les mêmes possibilités en termes de distance parcourue, en termes d'accès à certains modes de transport. Et plus on va vers les leviers sur la droite de cette équation, en plus ce sont des leviers technologiques. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'avec les ruptures qu'on a besoin de faire en termes d'émissions, l'ambition des objectifs climatiques qu'on a, il va falloir combiner beaucoup plus fortement à la fois les leviers de sobriété et les leviers technologiques. Et pour illustrer ça, juste sur un exemple, il y a la slide suivante qui me paraît assez intéressante en termes de potentiels qui aujourd'hui sont assez inexplorés, qui peuvent être un potentiel à la fois en termes de baisse d'émissions de CO2, à la fois un potentiel pour des zones qui sont assez peu denses ou des territoires où il y a des distances qui sont des fois un peu trop importantes, par exemple pour utiliser pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup d'usagers, la marche et le vélo classique, disons. Et puis un potentiel aussi, à mon avis, en termes d'inclusivité, en tout cas en termes d'accès à la mobilité pour des personnes qui n'ont pas forcément des grands moyens. C'est un sujet qu'on peut appeler donc, des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture. Donc ça ressemble pas forcément, pour certains, ils ressemblent davantage à des vélos, pour d'autres, davantage à des voitures, et pour d'autres, c'est vraiment un peu des sortes d'intermédiaires. Et c'est, disons, en partant du constat qu'on a une très grande diversité d'usages du quotidien, qu'aujourd'hui, la grande majorité des usages sont des usages qui finalement vont être je trouve pas le terme, mais en gros des besoins de mobilité qui vont être réalisés en voiture, donc avec un véhicule finalement assez normé, assez commun, un véhicule de 5 places qui permet d'aller à des vitesses même de 180 km/h. C'est ça les véhicules neufs qui sont vendus aujourd'hui, qui font 1,3 tonne, etc. Et qui en fait peuvent correspondre à une partie des usages, mais finalement qui, pour la majorité des usages du quotidien, sont assez largement surdimensionnés. Et ça va impacter, ça va avoir des impacts à la fois environnementaux, ce surdimensionnement, mais aussi sociaux en termes de coût de la mobilité. Du coup, aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres, un peu intermédiaires, comme on peut en voir sur l'image ici, entre le vélo et la voiture, ça peut permettre aussi justement de trouver, d'avoir un accès à la mobilité
dans des zones notamment peu denses ou pour des publics qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule, pas forcément les besoins même d'avoir une voiture, disons, d'avoir un véhicule qui soit beaucoup plus sobre et qui puisse tout autant répondre aux besoins de mobilité, notamment pour les déplacements du quotidien, qui sont souvent des déplacements même relativement courts en moyenne, en tout cas qui peuvent se faire avec une autonomie relativement limitée pour des véhicules électriques et qui sont aujourd'hui en tout cas beaucoup des déplacements souvent avec une ou deux personnes par véhicule, donc qui pourraient être faits avec des véhicules qui sont plus sobres quand le covoiturage ou les transports en commun, etc., sont difficiles ou peu développés sur certains types de déplacements. Alors, je m'arrête ici. Parfait. Merci Aurélien pour cet éclairage du coup, sur le volet plutôt énergétique et sobriété, avec des perspectives du coup, plus lointaines. Et ben, on va passer à la partie du coup, questions-réactions, où ça peut être aussi apport si vous, dans votre quotidien, votre métier, vous avez des choses à partager sur cette thématique. Donc, je rappelle l'intitulé de l'atelier, qui est comment faire évoluer les... Alors, je le reprends exactement pour ne pas le déformer. Faire évoluer l'offre et la culture des prescripteurs pour inclure la mobilité durable dans le parcours de réinsertion. Donc, je vous laisse réagir si vous souhaitez lever la main pour que je vous donne la parole. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, moi j'en ai peut-être une pour inviter les premiers à se manifester. Ah bah si, Amandine. Amandine Baz de la communauté de communes de Faucigny-Glières, qui était membre du programme Pandora. Je te laisse la parole, Amandine. Oui, bonjour à tous. Une question peut-être un petit peu pratico-pratique, mais est-ce que vous sauriez nous restituer le temps mobilisé au niveau de la LEC pour engager ce travail d'accompagnement dont on comprend qu'il nécessite voilà, de la mobilisation puisqu'un temps de relation humaine fort. Sur la durée du programme, est-ce que vous avez un ordre de grandeur à partager avec nous? Alors, ça va être une question plutôt pour Anne-Sophie, je pense. Oui. On n'a plus votre micro. Je ne sais pas si vous essayez de partager autre chose, Anne-Sophie, ou si vous essayez de couper le partage de l'écran. Je peux essayer de vous réactiver votre micro. Alors. Hop, c'est bon, je vous ai réactivé votre micro. Je ne me trouvais plus dans la liste des participants. Voilà, je vous ai retrouvé. Je me trouve plus, mais c'est pas grave. Alors, de mémoire, je pourrais regarder sur 3 ans, je me souviens plus exactement, mais voilà. Et pourtant, on a fait les bilans l'année dernière, mais il me semble qu'il y avait une centaine de jours. C'était beaucoup. Non, 100 jours, c'est sur le projet Autostop qui était sur l'ensemble de la vallée de l'Eyrieux. Je peux vous dire ça, je cherche sur mon ordinateur et je vous dis ça. Oui, c'est gentil. Pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je vois Maria. Bonjour. Alors, c'est aussi une question pour Anne-Sophie Aignon, donc je ne sais pas si elle est disponible pour répondre tout de suite. Allez-y, dites toujours. C'était sur la définition des prescripteurs. En fait, je me demandais un peu plus, est-ce que tous les prescripteurs qui se sont ralliés aux actions présentées ont été identifiés au préalable des actions? En fait, finalement, comment ils ont été identifiés et s'il y a eu des surprises, c'est-à-dire des structures intéressées alors que vous ne vous y attendiez pas, ou au contraire des personnes qui ont été absentes. Vous avez dit qu'il y avait un noyau dur qui s'est construit. Alors, en fait, on avait déjà partagé entre Mobilité, nous et la CAPCA l'ensemble des acteurs qu'on avait potentiellement identifiés en amont. Ceux qui sont pas du tout, qui n'étaient pas du tout présents, c'est plutôt style EHPAD, maison de retraite. Voilà, on s'est dit peut-être qu'il y avait des besoins parfois des gens semi-autonomes qui auraient pu avoir des besoins de mobilité, mais en tout cas, ces personnes-là, on ne les a pas du tout vues.
Par contre, après, ceux qui étaient très engagés, en tout cas au départ, c'était vraiment les acteurs jeunesse. Moi, j'étais étonnée, mais ils ont vraiment, ils avaient une forte volonté en fait, ils voyaient ça clairement dans leurs activités, de la problématique des jeunes à se déplacer sur le territoire. Et pour eux, ça faisait partie voilà, des enjeux pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès aux loisirs. Et c'était compliqué pour eux de le mettre en œuvre, de faire passer des messages aux parents, de dire vous pouvez peut-être covoiturer, etc. Enfin, ça se fait un peu, mais pour eux, il y avait un gros enjeu là-dessus pour que plus de jeunes puissent avoir accès à l'offre de loisirs qu'ils pouvaient proposer. Donc eux, ils se sont vraiment fortement impliqués. Je dirais, Pôle emploi était ça dépendait vraiment aussi des personnes. Derrière ça, il y avait des gens qui avaient aussi cette sensibilité, cette envie de développer la thématique et d'autres moins. Et il y a eu des interlocuteurs qui ont changé. Donc, il y a eu aussi des évolutions entre une personne qui était très motivée pour y aller et puis derrière, ça a changé avec d'autres gens moins motivés ou en tout cas qui venaient de prendre le poste et qui du coup n'en faisaient plus une priorité. Donc ça a joué aussi dans qui était présent aux réunions. Après, il y avait des structures, clairement, c'était déjà ancré dans leur style. La mission locale de Priva, c'était déjà ancré. Ils faisaient déjà des thématiques mobilité avec les jeunes. Ils avaient déjà essayé d'aller en vélo assistance électrique dans des entreprises pour montrer aux entreprises que d'imposer un permis de conduire quand ils faisaient des offres de poste, c'était pas normal. Du coup, ils avaient déjà engagé plein de choses, donc eux étaient hyper présents pour le coup, et on s'y attendait. Donc c'était assez variable en fait en fonction des structures, voilà. Mais en tout cas, tout ce qui est plutôt senior n'était moins présent, on va dire. Sauf non, il y a un centre social en fait où c'est une commission senior. Il y avait une sorte de commission senior. Enfin, c'était pas une asso, c'était un collectif de personnes, on va dire, retraitées un peu plus, et qui menaient plein d'actions de manière globale. Et du coup, ils ont voulu, quand ils ont vu qu'il y avait ça, ils ont voulu traiter du sujet. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. C'était dû à un problème de besoin ou c'était une vague de culture, justement, alors là, c'est Mobilité 0726 qui est intervenu avec eux directement et qui a construit avec eux les animations dont ils avaient besoin pour le coup. Donc, c'était issu d'un besoin. Ils ont construit du coup les actions d'animation en fonction de leurs besoins. Donc, on est reparti des besoins, ouais. Donc, c'était pas que envie d'en savoir plus sur l'offre de transport, mais c'était aussi voilà. Après, mobilité, c'est vrai que pourrait vous en dire un peu plus, mais eux, c'était un groupe qui est ressorti du lot, quoi. Merci beaucoup. On a Frédéric Dauet de la Fondation RTE qui a une question pour parler sur les prescripteurs. Je vous laisse la parole. Alors, juste, j'ai la réponse là. Sur les 3 ans, le temps passé? Ouais, sur le temps passé, il y a eu environ 700 heures de l'ALEC. Donc, c'est beaucoup, hein. Okay, oui. Sachant que ça englobe pas que le travail travailleurs sociaux, c'était tout le travail. On a aussi participé aux outils de communication, on a aussi fait de l'action grand public, il y a eu si on enlève tout ce qui est suivi administratif, coordination, tout ça, que sur la mise en œuvre des actions, il y a 600 heures à peu près, 615 heures. Sur 3 ans, ça fait 200 heures par an, ça fait presque un temps plein par an, quoi. Presque un temps plein, oui. Merci. Frédéric? Oui, moi j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur les questions de prescripteurs et de prescription. Donc là, on a sur l'exemple de cette communauté, on a pu entendre parler des 15 acteurs dont on a parlé. Et on voit que d'ailleurs, ça va au-delà de la lutte contre l'exclusion ou des personnes éloignées de l'emploi, puisqu'il y a des choses avec les jeunes et avec les seniors, semble-t-il. Moi, ce que j'aurais voulu évoquer, c'est le fait qu'il y a aussi des réseaux associatifs qui peuvent s'engager aux côtés des collectivités locales. Il faut le faire toujours dans un plan mobilité, ça aide beaucoup, bien sûr, de pouvoir savoir où la collectivité souhaite atterrir, vers quoi on veut aller. Et alors là, parmi les seniors, je voulais citer l'exemple, par exemple, des fédérations départementales familles rurales, où il y a déjà beaucoup de sujets d'entraide
pour la mobilité avec parfois des applications informatiques. Donc, on est dans un cercle relativement privé parce que c'est les membres de ces associations qui peuvent s'entraider, mais on pourrait imaginer une ouverture plus large. Et le deuxième cas de figure que je voulais évoquer, c'est aussi l'action que conduit par exemple Unicité, qui est une association qui travaille à l'insertion des jeunes, notamment par les services civiques. Unicité a créé le service civique il y a très longtemps et qui aujourd'hui a une action qui s'appelle mobilitaire, qui est assez remarquable et qui vise, grâce à des services civiques, eh bien, à aider à diffuser toutes les informations dont Anne-Sophie nous a parlé, là, les guides, les horaires, des choses plus spécialisées autour du vélo. Voilà. Et ils font beaucoup de... C'est presque du porte-à-porte. C'est pour, ils sont présents sur tous les territoires? Aujourd'hui, non, seulement sur une dizaine de territoires. L'idée est ensuite de pouvoir élargir ça sur d'autres territoires. Voilà, exactement. Merci. Bref, ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'il y a ce que font les collectivités, et c'est très bien, et leur légitimité à donner le cap est absolument essentielle, et coordonner l'ensemble des acteurs. Mais il y a aussi des initiatives qui se font à l'intérieur ou à partir d'associations. Et pour revenir du coup sur les territoires que vous mentionniez, là, les 10 territoires, c'est des territoires, on parle de communautés de communes, oui, ils sont tous ruraux, c'est des communautés de communes, absolument. D'accord. Merci. On a Marc Cardinal de l'ADEME. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'avais plutôt une réflexion un peu plus globale, c'est-à-dire par rapport à ce qui ressort de la présentation, c'est qu'en matière de mobilité, alors dans un contexte général, je crois qu'on aura du mal à trouver mieux que la voiture pour aller d'un point A à un point B en matière de confort de circulation. Malheureusement, ça engendre d'autres problèmes, notamment que ce soit des problèmes économiques avec le coût ou des problèmes environnementaux. Et après, on est parti dans un mix de solutions, dans ce que j'ai ressenti dans la présentation. Et sachant que la cible finale, c'est quand même des gens en situation difficile et qui ont besoin de solutions simples. Et je crois que le message peut-être qu'on a à faire passer aux prescripteurs, c'est comment simplifier le message et des solutions en matière de mobilité. Je pense qu'ils ont aussi cette difficulté. Alors, ça dépend de l'accompagnement et des besoins dont ils ont réellement besoin pour accompagner leur public. Est-ce que c'est des besoins d'accompagnement individuel? Est-ce que c'est un accompagnement collectif? Mais moi, c'est ce que je ressens un petit peu par rapport à ces échanges qu'on a en ce moment. C'est qu'effectivement, on parle de bouquet de solutions, de mixité, mais au final, la personne qui a des difficultés de se mobiliser, est-ce qu'elle s'y retrouve dans toutes ces solutions? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que l'accompagnement des prescripteurs soit très précis? Alors, malheureusement, ça nécessite des compétences et d'être plus pointu pour leur dire, dans cette situation que vous êtes actuellement, il faut plutôt cette solution et se focaliser sur cette solution plutôt que leur offrir un bouquet de solutions où je pense qu'une personne dans cette situation difficile va peut-être avoir des difficultés à s'y retrouver. C'est un petit peu ce que je ressens, moi, par rapport à cette présentation et aux échanges qu'on a. C'est comment aider les prescripteurs à avoir un message simple et clair en matière de solutions aux différents publics aussi. Ça, c'est ce que j'ai noté, parce qu'il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, je pense qu'il y a vous avez parlé des personnes d'origine étrangère aussi. Donc, par rapport à ces différents types de publics, comment adapter notre offre et avoir des solutions précises et simples pour ces publics? Ouais, alors, si je peux donner des éléments des compléments. En fait, il y avait Mobilité 07. Nous, on faisait l'information de manière globale sur tout ce qui existait. Et après, Mobilité 0726 est intervenu dans chacune de ces structures auprès des usagers de ces structures. Donc après, ça pouvait être... Alors, effectivement, ce n'était pas de l'individuel, mais c'était des petits ateliers d'une dizaine de personnes sur lesquels on travaillait les problématiques de transport qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien. Et du coup, là, il y avait de l'infotransport qui était plus personnalisé. Parce qu'effectivement, en fonction de la personne où est-ce qu'elle habite, en fonction de son âge, en fonction de ses besoins de déplacement, est-ce que c'est d'aller pour du travail, pour de la formation, pour un loisir, pour de la santé, enfin bref... Et où est-ce qu'elle a besoin d'aller? Est-ce que c'est pour aller faire des courses, auquel cas il faut porter les courses? Donc voilà, on ne va pas envisager le vélo. Enfin, en tout cas,
voilà, en tout cas, de réfléchir. Et c'était du coup, Mobilité 0726 apportait plus ces infos-là. Et pour information aussi, là, dans le cadre de Teams, là, la fameuse candidature qui est apportée à l'échelle nationale, là, on a répondu côté Drôme-Ardèche. Et côté Ardèche, on a répondu à l'échelle départementale. Et il y aura, dans les propositions qu'on a faites, de développer des points info transport qui seront accessibles à tous pour justement pouvoir informer sur ce qui existe. Comme on fait de l'info-conseil rénovation, il y aura de l'info-transport sur comment se déplacer d'un point A à un point B. Donc voilà, après, c'est à construire, à développer, mais ça fait partie des... En tout cas, c'est un besoin, et ce que vous dites, et ça fait partie des choses qu'on a proposées dans le cadre du programme Teams. On a une autre question dans le chat, et puis après, je donnerai la parole à Sylvie Lebécourt. Donc, dans le chat, c'est Valérie Timouf qui dit « Quelle place pour les entreprises et autres structures de l'emploi, type agence d'intérim ?» Ouais, alors là, c'est vrai que ce n'est pas une cible qu'on a beaucoup travaillé. Et ça manque clairement. Pareil, ça, par contre, on l'a développé dans Teams aussi. Ça fait partie des axes qu'il faudra aller creuser. Je pense qu'on aurait peut-être voulu au départ, mais c'est pas une cible qu'on a visée, mais c'est un besoin et c'est nécessaire d'aller à la rencontre des entreprises pour faire évoluer aussi les représentations qu'on peut avoir sur les transports et sur tout ce qui est, parce que tout ce qui est plan de mobilité entreprise, tout ça, c'est pas encore gagné par chez nous, quoi. Oui. Sylvie Lebécourt, donc, qui était aussi présente dans le cadre du programme Pandora. Oui, du coup, je rebondis sur ce que disait la personne de l'ADEME là, qui parle de simplicité des transports. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Le problème numéro 1, de toute façon, quand pour faire de l'infotransport, c'est sa complexité, quoi. Nous, c'est vraiment la première chose sur laquelle on s'est buté. Enfin, nous, on a 14 EPCI sur le département de l'Ain, dont 9, je crois, offres de transport sur chaque ville qui portent chacun un nom différent. Enfin, voilà, c'est extrêmement complexe. Et effectivement, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est simplifier cette fameuse offre. Et voilà, ne serait-ce que savoir où acheter le bon ticket, la bonne réduction. Enfin, c'est vraiment une nébuleuse. Et effectivement, du coup, moi, j'avais peut-être une question aussi à l'ALEC 07. Vous avez finalement créé un groupe de personnes qui travaillent la mobilité dans leur quotidien. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'ils ont envie de continuer? Nous, on essaye de maintenir aussi un réseau de relais mobilité, de l'animer. Voilà, et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, j'espère que ça va continuer. On attend dans le programme Teams. Clairement, là, on n'a plus de moyens aujourd'hui. Donc après, est-ce que les prescripteurs vont continuer d'échanger entre eux s'il n'y a pas d'animation derrière? J'ai des doutes. En tout cas, eux, ils ont développé dans leur structure. Pour certains, ils ont développé des animations, des séquences sur cette thématique-là. Enfin, ils le faisaient déjà par ailleurs et ils ont, on va dire, continué dans la lancée. Clairement, oui, nous, s'il y a le programme Teams, c'est l'opportunité de continuer la dynamique, quoi, et au contraire de l'agrandir. Voilà, et nous, pareil, dans le programme Teams, on a proposé de faire une hotline mobilité. Voilà. Donc, on est bien sur les mêmes constatations sur le terrain. Oui, carrément. Il n'y a pas d'autres mains ou d'autres questions dans le chat, mais moi, j'ai une question pour Anne-Sophie. Est-ce que vous avez observé un changement de comportement des prescripteurs que vous avez accompagnés? C'est-à-dire, est-ce que ça a aussi eu comme effet d'amener ces gens-là à se questionner sur leur propre mobilité et de changer de comportement? Alors là, j'avoue que je n'ai pas suivi leur comportement. Je ne suis pas avec eux au quotidien, du coup, c'est compliqué pour moi de répondre. Ce que je sais juste, c'est que vu qu'ils nous ont appelés derrière pour avoir plus d'infos sur les outils et qu'ils voulaient mettre en place des choses en autonomie, ça a changé des choses dans leur travail au quotidien.
Oui. Après, est-ce que eux maintenant font plus de covoiturage ou quoi? Là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'idée d'ailleurs de poser la question. Ça aurait pu être bien, hein, parce qu'on a fait aussi une réunion finale de rendu et dans lequel on a interrogé sur voilà, comment ils avaient trouvé le programme, ce que ça leur avait apporté, tout ça, mais on n'a pas interrogé sur est-ce que eux, dans leur vie, que ce soit au quotidien ou dans leur façon de voir la mobilité, ça avait changé les choses. Je ne sais pas trop, je n'ai pas la réponse. Ouais. Je trouve que c'est une question qui est intéressante. Mais carrément. On a souvent tendance à reporter notre propre mobilité sur les autres ou en tout cas ne pas forcément être à l'aise à proposer le vélo si on n'est pas pratiquant ou à proposer le covoiturage si on n'est pas pratiquant. Et voilà, et c'est aussi des ambassadeurs si eux sont pratiquants. C'est plus facile pour eux de porter ce message-là. Je m'étais noté quelques questions, moi, en complément de ce qui pouvait être posé par les participants. Si vous avez des questions parmi les participants, n'hésitez pas à les poser. Allez-y, Frédéric. Oui, j'aurais voulu revenir sur ce que Aurélien Bigot nous a présenté, là, les petits véhicules qui vont du vélo à la voiturette. Et alors, je dois vous dire que personnellement, je n'étais pas chaud en me disant, oh là là, vraiment, on va donner une image de la mobilité inclusive et verte qui va vraiment être dépréciée. Et j'ai vu que, tout à fait, j'ai changé d'avis depuis que j'ai vu qu'il y a plusieurs départements, et je sais que, par exemple, c'est le cas dans le département de l'Aveyron, où ils sont en train de tester certains de ces matériels. C'est généralement des quadricycles, soit entièrement électriques, soit des vélos quadricycles assistés par un moteur électrique. D'abord, ils sont beaux, un peu comme ceux que nous a montré Aurélien là, dans sa diapo. Et ensuite, ils sont confortables, ils protègent de la pluie, ils sont sécurisés, etc. Donc, je trouvais ça assez sécurisant. Le point que je voudrais simplement évoquer, c'est que sur les routes, on est habitué à rencontrer des cyclistes, voire des voiturettes. C'est le regard des autres usagers de la route, c'est-à-dire principalement des conducteurs de véhicules qu'il va falloir changer un peu, parce que vous savez, comme ça, on enrage quand on est bloqué par une voiturette devant soi et qu'on veut absolument la doubler. Donc ça, c'est un point qu'il faudra travailler. Après avoir travaillé sur le changement des représentations des personnes aujourd'hui empêchées à la mobilité, si on leur donne un moyen de se déplacer ou de répondre à leurs besoins de mobilité qui soit plus léger, moins rapide, bien sûr, un peu de type voiturette, il faudra que les autres usagers de la route s'en satisfassent et ne cherchent pas à tout prix à mettre tout le monde en péril pour essayer de gagner quelques secondes sur un déplacement. Merci, c'est le cercle vertueux de plus de vélos, plus de comportements vertueux et conciliants sur le partage de la voirie. Une question de Valérie de Timo, je vous laisse prendre la parole. Alors, on ne vous entend pas. Je ne vous entends toujours pas. Pourtant, votre micro est ouvert. Vous pouvez poser votre question dans le chat si vous le souhaitez et puis je la lirai parce qu'on ne vous entend pas. Très bien. Eh ben, j'attends que vous écriviez votre question dans le chat. En attendant, j'avais une question pour Anne-Sophie. S'il y avait un outil qui pourrait être duplicable et repris par d'autres structures pour du coup animer cette thématique et ce lien avec les prescripteurs, est-ce que vous en auriez un à préconiser? Et peut-être, moi, j'aimerais avoir peut-être plus d'informations sur cet outil dont vous avez parlé, qui est alors, je ne sais plus comment il se nommait. Escape Game? Non, c'est sur la roue que vous avez présenté. La toile d'araignée des mobilités? Voilà, le changement des modes de vie. Qui était la roue avec toutes les couleurs et les petites ailettes là, qui partent. Alors ça, on l'a pas du tout présenté je peux la remettre d'ailleurs. Au prescripteur, mais c'est l'outil que vous avez utilisé pour déconstruire un petit peu et avancer sur cette...
Je sais pas si on voit. Attendez, hop. Tac. On voit quelque chose là? Ça arrive, oui. Voilà, celle-là. Ouais. Non, là, c'était vraiment basé sur, comment dire, sur si on veut faire changer les choses, n'agir que sur un des leviers de ce gouvernail, ça ne marche pas. Et que du coup, il avait... Enfin, là, on l'a utilisé. Après, pareil, c'est pas... c'est marrant, on l'avait fait sur je crois que c'était sur une politique vélo. Alors là, c'est pas dans ce cadre-là, mais du coup, on l'avait testé sur une politique vélo et effectivement, la collectivité avait juste mis en place une flotte de VAE, mais il n'y avait absolument rien qui était fait sur l'animation autour de cette flotte de vélo. Il n'y avait rien qui était fait sur les représentations, sur des infrastructures. Est-ce qu'il y a des gardes vélos, enfin des abris vélos, etc., bien positionnés qui répondent à des besoins? Est-ce qu'il y a des réparateurs de vélos qui sont en place sur le territoire? Est-ce qu'il y a... Voilà. Et du coup, le fait de travailler, d'analyser un projet, les choses qu'on met en place au travers de ce gouvernail, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit sur quel champ on n'a pas agi et comment on pourrait agir. Est-ce que, enfin voilà, de dire, tiens, là, il manque peut-être quelque chose, effectivement. Et évidemment, tout en se posant la question du besoin du territoire. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant de creuser, d'aller creuser et de se questionner en disant, parce que des fois, on va mettre en place quelque chose, puis on dit, ça, ouais, mais ça ne marche pas, la preuve, les bus sont vides. Ben oui, mais on ne communique pas, il n'y a personne qui est au courant que ça existe et les transports scolaires, personne ne sait que les habitants peuvent les prendre, par exemple. Et ben ouais, mais tant qu'on... Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler sur les différents leviers pour qu'un changement de mode de vie s'opère en fait. C'est vraiment un outil qui permet d'aborder une question de manière systémique, oui. en fait, de regarder exactement. ce qui se passe autour. D'accord. Et sur l'outil, s'il y avait un outil... Après, du coup, ça serait quoi? Un outil à transmettre pour les usagers ou c'est quoi comme... Oui, ma question, c'était dans tout ce que vous avez pu mettre en place, donc spécifiquement sur cette question des prescripteurs, s'il y avait des outils que vous préconiseriez qui ont bien fonctionné et qui peuvent être facilement duplicables, quels seraient ces outils? Moi, je trouve que celui-là est très intéressant déjà pour décortiquer le sujet et puis ensuite, après, proposer des outils qui vont être utiles pour les prescripteurs, parce que j'ai bien compris que du coup, ce n'était pas l'outil que vous aviez utilisé en direct avec les prescripteurs, mais pour construire votre approche avec les prescripteurs. Il y avait une deuxième slide qui proposait plusieurs outils, donc vous aviez parlé de bingo, l'escape game. Il y avait la toile d'araignée qui est intéressante. Le photolangage, je crois. Ouais, le photolangage. Après, on a mis des photos. Alors, si on peut passer quelques minutes, du coup, là, c'est là, pour expliquer plus précisément ces outils-là. Ouais. Alors, le débat mouvant, en fait, là, c'est un outil d'animation qui permet, on va dire, de mettre en débat une question qui va cliver. La question sur la mobilité, ça pourrait être alors qui clive. Alors il faut surtout trouver une question qui clive parce que sinon tout le monde va du même côté. Voilà, en fait, on va séparer. L'idée, c'est que les gens qui sont plutôt pour l'affirmation, par exemple, la mobilité en milieu rural, c'est facile pour les riches. Je ne sais même pas si ça clive, ça clive pas. Le vélo, c'est que pour les pauvres. C'est que pour les pauvres. C'est compliqué que pour les pauvres. Bon, admettons que ça clive. On va dire aux gens, ceux qui sont plutôt pour cette affirmation, placez-vous à droite. Ceux qui sont plutôt contre, placez-vous de l'autre côté. Et après, chaque groupe va amener des arguments qui va faire bouger le camp, alors pas adverse, mais le camp qui était à la base pas pour, va dire, ah bah oui, cet argument, je suis plutôt d'accord, et du coup, je vais venir. Et en fait, c'est juste que ça suscite
de l'échange au travers d'une question qui peut être clivante. Et ça peut être intéressant d'utiliser cet outil pour démarrer quelque chose, pour commencer à comprendre comment les gens appréhendent la question qu'on veut aborder. Donc ça peut être intéressant. Clairement, après, alors la toile de la mobilité, c'est le petit outil que vous voyez en bas à droite, là. Cette espèce de toile d'araignée. Là, en fait, les gens ont vous pouvez le faire sur un poster avec des gommettes. Hein. C'est hyper facile à utiliser. Dans chaque secteur, vous mettez un type de transport. Donc, il peut y avoir le vélo, le covoiturage, les transports en commun, etc., etc. Et vous demandez aux gens de positionner leurs gommettes en fonction de, au centre, c'est j'ai l'habitude de le prendre pour moi, c'est mon quotidien. Et l'extrême opposé, c'est je ne connais même pas ce type de transport. Et du coup, les gens vont se positionner. Donc, quand vous avez un certain nombre de personnes, alors quand il n'y a que 2 ou 3 personnes, ça ne sert à rien, mais quand il y a déjà 20, 30 personnes, ça peut se faire en grand public aussi. C'est hyper intéressant parce que ça peut permettre de dire, bah, tiens, là, sur cette thématique-là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que ce n'est pas connu, ou alors du coup, ce n'est pas du tout pratiqué et pourtant, c'est quand même un enjeu de le développer. Ou alors, la politique du territoire, c'est de développer ça et pourtant, en face, j'ai des gens qui ne connaissent même pas ce mode de transport. Voilà, c'est hyper intéressant Et puis, les gens, et c'est visuel. Du coup, ça parle tout de suite. Ça se déchiffre vite. C'est pas compliqué non plus voilà, ça demande pas. Les gens se sentent impliqués dans la réflexion quand même. Voilà, c'est un outil qui est assez facile à utiliser et qui est visuel ou même pour un prescripteur qui va avoir besoin de savoir où en sont les gens dans leurs différents. Alors là, on a utilisé les modes de déplacement, mais après, ça peut être fait sur n'importe quelle thématique, hein, au final. Voilà, c'est tout de suite intéressant. Le bingo des mobilités, là, c'est plus une sorte de... Alors, c'est pas un loto. Vous avez une grille et dessus, il faut il faut aller à la rencontre des gens qui sont dans la salle. Si vous avez une vingtaine de participants, vous allez poser la question, donc dans chacune des cases de ce damier qui fait... après, vous mettez autant de cases que vous voulez, mais... vous mettez, je prends le vélo 2 fois par an, j'ai déjà utilisé, je ne sais pas quel moyen de transport. Il y a différentes solutions de transport qui sont proposées dans cette espèce de damier. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible cocher une ligne entière ou une colonne entière. C'est de commencer à mettre en mouvement les participants autour de la thématique à travers différents modes de transport. Donc là, c'est plus en forme de... Ça peut être un brise-glace pour mettre en amont d'une réunion ou des choses comme ça, quoi. Le photolangage, voilà, c'est un outil qui est régulièrement utilisé, mais qui est plus là pour questionner les représentations, pour le coup. Enfin, nous, on utilise beaucoup là-dessus. C'est pas forcément des photos qui sont... Alors là, vous en avez des images, c'est en lien avec la mobilité, mais parfois, on peut utiliser des photos qui sont complètement... qui n'ont rien à voir avec la thématique qu'on va aborder. Et là, c'est vraiment de poser la question. Pour moi, l'autostop, et on peut avoir, je l'avais utilisé auprès de jeunes, par exemple, et dans les photos qui étaient prises, il y avait une brebis punk. Et du coup, le jeune qui avait pris ça en disant, pour moi, c'est complètement... ça me fait trop peur, ou c'est pas habituel, ou... Voilà, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment pour questionner les représentations et pour évoquer de l'émotionnel, en fait. Et puis aider à formaliser, prendre la parole et à, ça aussi, à formaliser. Et du coup, là, chacun peut prendre la parole et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que, voilà, pour éviter que tous ces outils, en fait, ils permettent aussi à chacun de s'exprimer et que chaque parole est équivalente, quoi. Enfin, tout le monde est sur le même pied d'égalité, qu'il soit voilà, habitué. Enfin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Évidemment, tout ça, c'est fait dans la bienveillance, dans le non-jugement, etc., quoi. Et l'escape game, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait, un escape game, c'est utilisé de manière classique. En fait, vous êtes normalement dans une salle et vous avez une énigme et vous devez en sortir.
Et là, nous, on a fait cet escape game. En fait, l'énigme, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la personne, on va dire Mélinda, doit se rendre et habite à Saint-Michel-de-Chabrianou. Elle prend sa voiture, elle tombe en panne à tel endroit du territoire et elle doit absolument se rendre avant midi à Privas parce que son chéri part en vacances et qu'après, elle va rater son anniversaire, etc. Et du coup, là, il y a tous les modes de transport qui sont abordés. À chaque fois, il y a des énigmes à passer. Enfin, du coup, voilà, c'est très ludique et l'idée, c'est d'énigme en énigme, de trouver le moyen de transport qui va enfin, les moyens, parce qu'il y a plusieurs étapes, les moyens de transport qui lui permettent d'arriver jusqu'à son chéri, tout ça en un temps limité d'1 quart d'heure, quoi. Donc, du coup, les personnes passent 5 par 5 et du coup, elles vont en 1 quart d'heure, 20 minutes, elles doivent répondre à l'énigme. Et ça, c'est une animation qui est délocalisable assez facilement dans plusieurs lieux. Après, il faut forcément réadapter parce qu'on a utilisé les horaires de la CAPCA. Voilà. Donc, on ne peut pas l'utiliser tel quel, il faut vraiment l'adapter, mais c'est faisable. D'accord. Après, on peut repasser tous les outils, tout ça. Enfin, voilà, ma collègue a déjà passé à pas mal de gens la fiche descriptive avec toutes les... Parce qu'il y a on va dire certaines énigmes ne sont pas forcément que sur les transports pour pas... Il fallait que ça reste très ludique aussi. Donc, oui. Du coup, voilà. Très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Aurélien et merci aux participants. Donc, restez bien avec nous. Anouk, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que c'est vous qui faites le transfert vers la plénière? Ah, je vois que vous avez mis un lien dans le chat. Donc, on va basculer en plénière, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec toutes les autres personnes qui ont participé aux 3 autres ateliers pour vous faire une restitution, donc, comme je voulais vous préciser en introduction, de 5 minutes par atelier, de manière à ce que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui s'est passé cet après-midi. Et on vous partagera, alors je ne sais pas encore comment, mais ça vous arrivera, les supports qui ont été présentés aujourd'hui. Et les vidéos, normalement, devraient être partagées. Alors, peut-être qu'elles seront montées avant d'être diffusées, de manière à raccourcir un petit peu tous les supports de cette journée. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien et à nous retrouver en plénière. Merci à Frédéric Doué qui va nous quitter et merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Je ne vois pas.